Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième édition des rencontres du développement durable organisée par Open Diplomacy. Je suis Stécie Algrin, journaliste et fondatrice de Penser l'après. On se retrouve pour cette 9e journée, un long marathon, une journée co-organisée avec Centrale Supélec sur le thème mixer nos énergies. Alors mixer nos énergies, ça peut être utilisé dans plusieurs sens. Mixer nos énergies humaines pour créer la société de demain, mixer nos énergies pour un mix énergétique décarboné. Ce sont autant de thèmes qu'on va pouvoir aborder dans cette masterclass pour les générations futures. Et avec moi, 5 intervenants et intervenantes que je vais vous présenter tout de suite. Alors ici, à ma droite, Thibaut Hatché, délégué français au Y20 2021. Antoine Sénard, ici à ma gauche, étudiant à Centrale Supélec. Hélène Leténeau, directrice des opérations de la Fondation Jean-Noël Torel, co-autrice de Miser vraiment sur la transition écologique. Aurélie Ponzio, présidente du réseau Mampreneur. Et enfin, à distance, Alice Barbe, cofondatrice de Singa et autrice de On ne n'est pas engagé, on le devient. Alors je vais commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Thibaut Hatché, vous êtes délégué français au Y20 de 2021. Comment est-ce qu'en tant que jeune, vous percevez cette crise climatique et crise sociale qu'on est en train de vivre actuellement ? Ok, bonjour. Donc effectivement, en général, quand on pense à la crise sociale, on va penser à la crise économique, à la crise écologique, et la crise sociale. On va penser au changement climatique, on va penser à l'accroissement des inégalités, etc. Et c'est vrai que tout le débat tourne autour de ça, et le débat, du coup, a tendance à focaliser sur certains aspects de ces problèmes-là. Et avec cet engagement donc pour le Y20, ça a été l'occasion de réfléchir à ça et d'essayer de comprendre vraiment à l'origine quelles étaient les racines de ces différentes crises et d'où elles pouvaient venir. Alors, j'ai rien inventé, hein, tout a déjà été discuté en long, en large et en travers. Mais pour répondre, moi, à ce que j'en pense de la question, en tout cas, je dirais que le problème fondamental, c'est que collectivement, on n'est pas capable d'appréhender le problème dans sa complexité, on n'est pas capable d'appréhender le problème tel qu'il est vraiment. On a tendance à se focaliser sur certains aspects et on n'applique pas la bonne grille de lecture, la bonne grille d'analyse à ce problème-là. Et ce qui fait qu'on a souvent, dans les médias, en France, à l'étranger, dans d'autres pays, un débat qui est décalé par rapport aux vrais enjeux. Ou parfois aussi une incapacité politique à prendre le leadership ou au contraire à imposer certaines mesures qui devraient être prises. L'exemple que je vais prendre, c'est on ne meurt pas du sida. On va mourir de n'importe quelle autre maladie qui arrivera après le sida, mais on ne mourra pas du sida. Aujourd'hui, notre civilisation, elle est en danger de mort, non pas parce qu'il y a le changement climatique ou parce qu'on est en train de détruire la biodiversité. Elle est en danger de mort puisqu'on a collectivement le sida, on est incapable de prendre les mesures, les décisions qu'on devrait prendre pour régler ces problèmes-là. Donc il y a plein de raisons à ça. Peut-être que une des premières raisons qui me vient en tête, c'est la mécompréhension qu'on a des sujets techniques et scientifiques, souvent. C'est-à-dire que quand on va dans les grandes administrations, pas seulement françaises, mais quand on discute avec des technocrates, comme on aime les appeler, ou des gens qui monopolisent la sphère médiatique, on n'a pas l'impression que les vrais enjeux physiques sont compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une phase d'une crise qui est en grande partie technologique, et les gens qui sont chargés de traiter cette crise, de la prévenir, de trouver des solutions, n'ont pas toujours le bagage, on va dire, scientifique, la culture générale scientifique, à même de comprendre les racines de cette crise-là. Alors, ce que je veux dire, je veux quand même rajouter une astérix à ce que je dis, c'est que je ne dis pas que seulement les scientifiques ou les ingénieurs ont les solutions à ce problème-là. Je pense que ce serait une très mauvaise idée de donner les clés à 100% aux ingénieurs et aux scientifiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une crise qui est aussi technologique et qu'avoir un bagage culturel, technique et scientifique est vraiment important pour vraiment comprendre les enjeux, les limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà. Donc ça, c'est peut-être un des premiers problèmes qu'on observe et pour la raison pour laquelle on n'est pas capable de traiter cette crise comme il faudrait. Et le deuxième aspect, on va dire, c'est effectivement l'inertie politique. C'est compliqué dans une démocratie d'imposer une décision qui irait contre la vocation la volonté de la majorité. On peut le faire, peut-être ça va passer une élection et à la suivante, on va se faire éjecter. Donc c'est vraiment la deuxième grosse contrainte, c'est être capable de vraiment faire en sorte que ces thèmes-là soient vraiment bien compris par la population, qu'ils soient réduits, on va dire, à des enjeux sur lesquels on peut débattre. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est aujourd'hui, par exemple, alors quand on parle de transition énergétique en France, on va focaliser sur le mix énergétique, qui est en soi une minorité de l'énergie qu'on consomme en France.
à peu près un quart, un tiers, je ne sais plus précisément. Et quand on parle de la transition énergétique en France, on parle du débat finalement éolienne, nucléaire. Et quand on ouvre un catalogue, c'est ce qu'on va voir, on va voir un catalogue sur la transition énergétique. Dans le train en venant, il y avait quelqu'un qui en lisait un devant moi, et c'était vraiment ça, les éoliennes pour ou contre, le nucléaire pour ou contre. Et tout le débat est monopolisé par ça. Et finalement, est-ce que c'est vraiment la question centrale aujourd'hui de savoir comment on traite finalement 15% de 25% du problème? Alors, c'est important d'avoir ce débat-là, mais est-ce que finalement l'enjeu majoritaire, c'est pas les autres 75% de l'énergie qu'on consomme, le pétrole, dont on sait qu'il va arriver à son terme assez rapidement, et voilà, c'est vraiment pour mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, on focalise sur une partie du débat qui n'est pas finalement celle qui est la plus importante. Et quand on en débat, on demande aux gens de voter sur le nucléaire pour savoir si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux. Les éoliennes, est-ce que ça tue les oiseaux, est-ce que ça tue pas les oiseaux? Je schématise ici, mais il y a des problèmes qui sont quand même un petit peu plus complexes que ça. Et est-ce que c'est vraiment au vote, à l'électeur de dire est-ce que l'éolienne, c'est vraiment un danger pour la diversité? Est-ce que le nucléaire, c'est vraiment un danger technologique? On a des spécialistes pour faire ça. Et je vais en venir du coup au point que je voulais démontrer. Ce que je voulais dire, c'est que dans le débat politique aujourd'hui, on demande à monsieur et madame tout le monde de voter sur des décisions technologiques, des points technologiques, quand on devrait leur demander plutôt ce qu'ils en pensent d'un point de vue politique de telle ou telle solution. En reprenant l'exemple du nucléaire, ce qu'on va dire sur le nucléaire, c'est pas la question qu'il faut poser sur le nucléaire, c'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire, est-ce que vous avez peur du nucléaire ou pas du nucléaire. C'est essayer d'identifier un petit peu quels sont les paramètres fondamentaux de l'énergie nucléaire. Un, de l'énergie décarbonée, deux, des déchets nucléaires. Et c'est vraiment les deux enjeux qu'on va dire, qu'on peut schématiser. Et la question qu'il faut demander aux gens, c'est un, est-ce que vous voulez de l'énergie décarbonée? A priori, la réponse est oui. Donc, ok, le nucléaire coche la première case. Mais ensuite, la deuxième question qu'il faut poser, c'est est-ce que le nucléaire est dangereux, pas dangereux? Puisque finalement, il y a des experts qui nous disent que c'est pas le cas. Et quand on regarde effectivement l'historique, malgré quelques accidents, le bilan reste favorable sur ce sujet-là. Mais il reste toujours les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires aussi, on a d'autres solutions pour les gérer. Ces solutions, elles sont publiques. Donc maintenant, c'est peut-être, ok, qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? Est-ce que c'est acceptable pour vous ou pas? Et au regard des autres critères, est-ce que ces critères-là vous paraissent prépondérants ou pas? Et ça, les gens à la table le dimanche avec votre famille, on est capable d'en débattre. Par contre, si demain on doit débattre à la table de savoir si le nucléaire c'est dangereux ou pas, c'est peut-être pas le meilleur moment, le meilleur endroit pour le faire, puisqu'il y a des experts qui sont payés très cher pour le faire et qui vont donner la réponse publiquement. Et deux, est-ce que c'est vraiment aussi important de focaliser sur une petite partie d'une partie du problème quand on a au niveau mondial 80-90% de la consommation d'énergie qui est pétrole et gaz, et qui sont a priori les enjeux principaux quand on parle de transition énergétique. Alors, ce qui est hyper intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est la simplification finalement des débats et qui est en cause aussi pour tout ça. Ce sont éventuellement les médias qui aujourd'hui structurent le débat public. J'avais pu échanger également avec Valérie Masson-Delmotte, qui fait partie du GIEC, qui est une scientifique remarquable, et qui disait que au niveau de la connaissance scientifique, ce qu'elle faisait lorsqu'elle rencontrait un décideur politique, c'est qu'elle avait une liste de 10 questions qu'elle posait pour voir quel était l'état de leur connaissance. Et en effet, elle arrivait à la conclusion très rapidement que leur connaissance était très limitée. Donc ça, c'est une des problématiques. Et on va passer à un autre sujet, puisqu'on a parlé également de la question de justice sociale, mixer nos énergies pour avoir une société qui soit plus solidaire. Et là, je vais me tourner vers notre intervenante Alice Barbe, qui est à distance. Vous êtes donc la cofondatrice de Singa, qui est une organisation spécialisée dans l'intégration des personnes réfugiées et migrantes. Aujourd'hui, à travers le monde, on compte à peu près 70 millions de réfugiés. Et l'accueil qui leur est réservé, je pense qu'on peut le dire, il n'est pas des plus chaleureux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dépasser finalement ce rejet de l'autre qui a été créé en partie par nos politiciens et les médias? Merci beaucoup de m'accueillir. Moi, je suis trop contente d'être là déjà, d'écouter les réponses des unes et des autres. Donc, un grand merci. Et sur la question spécifique, alors, avec ce qu'on fait avec Singa, c'est un enjeu qui est au-delà de la solidarité, qui est un enjeu de recréer de la fraternité. Vous avez dit, près de 60 millions de réfugiés, mais la réalité, ça va bien au-delà de ça. On parle de 400 millions de déplacés internes, on parle de 300 millions de personnes réfugiées du fait de la crise climatique d'ici à 20 ans. Mais bon, notre cerveau est pas capable de processer quand il y a autant de millions de chiffres. Tout ce qu'on entend, c'est qu'il y a un autre, il y a une autre personne. Et ce qui me gêne profondément, c'est que ce soit considéré comme un problème, que des personnes se déplacent pour sauver leur vie, sauver leur peau.
et qu'on remette pas du tout en question le fait que des forces externes, que ce soit des dictatures, des mafias, la crise climatique, la raréfaction des ressources, les crises économiques, les inégalités, on remet pas du tout en question la cause de ces déplacements, le fait que leur vie devienne impossible et dangereuse du fait de ces facteurs externes. Et ma génération, moi j'ai 34 ans, je suis une génération Internet comme vous, on pourra pas dire qu'on savait pas. On peut voir, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant du génocide des Ouïghours, du massacre et de la tragédie qui se passe en Afghanistan, de la course effrénée pour piller des ressources naturelles au profit d'une croissance dont on se demande si elle sert encore à quelque chose. Et pour moi, non, l'humain n'a pas oublié la solidarité, elle existe. On a juste exacerbé nos peurs face à la fragilité de notre condition. La peur que nous aussi, on soit victime d'un système injuste et inégal. Et quand je vois l'impact qu'on a pu avoir avec Singa, que ce soit avec notre plateforme d'accueil chez l'habitant, j'accueille.fr, où il y a des milliers de personnes qui sont engagées à accueillir temporairement des personnes réfugiées, quand je vois la mobilisation monumentale, Singa, on est dans 7 pays, dans 17 villes. Il y a des villes dans lesquelles on a 40 événements par semaine, où on a près de 50 000 personnes qui se mobilisent, des locaux, des nouveaux arrivants, pour faire des activités, pour créer des rencontres. Je me dis, bah non, la solidarité, elle est encore là. Mais il faut créer les outils, il faut penser les choses aussi pour qu'elles se passent dans de bonnes conditions. Quand je rencontre quelqu'un comme Rayana dans le cadre de Singa et qu'on va échanger, je ne vais pas rencontrer une réfugiée afghane. Ça, c'est ce que les médias nous montrent, c'est le narratif ambiant, sont les institutions aussi, parce que les gens sont très vite réduits à leurs conditions de réfugiés, sauf que c'est un statut, c'est pas une identité. Et quand je rencontre Rayana, je rencontre une activiste féministe afghane qui s'est battue pour la liberté, qui a envie de faire des choses, qui a envie de continuer à se battre maintenant qu'elle est arrivée en France. Et le souci pour moi, c'est que quand on parle de migration, on en parle toujours sous un prisme soit humanitaire, soit sécuritaire. On voit dans la bouche des politiques le vocabulaire de la menace, de la pitié. Or, il y a une troisième voie qui est celle de comment on va construire ensemble le futur, la société dans laquelle on a envie de vivre, et en particulier face aux grands défis que j'ai cités, crise climatique, inégalité. Et on sait qu'il y a des Marie Curie et des Albert Einstein qui dorment sous les tentes de la chapelle, qui dorment dans les camps. Mais il faut juste créer les conditions pour que chacun puisse se réaliser et qu'on n'ait pas ce fossé du eux versus nous et qu'on crée vraiment les conditions d'un nous commun. Et ce sont ces conditions-là qui vont aller au-delà du mot solidarité, mais juste tout simplement recréer de la fraternité, recréer du commun, refaire société ensemble. Merci beaucoup Alice Barbe. Je vais me tourner maintenant vers vous, Aurélie Panzio, puisque vous êtes membre du réseau Mampreneur et vous travaillez aussi sur ces questions de comment recréer du lien, comment accompagner des personnes, cette fois-ci des femmes. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à ces femmes qui souhaitent concilier vie de famille et vie professionnelle ? Oui, alors le réseau Mampreneur, on n'aime pas trop le mot concilier parce que concilier, ça veut dire faire des concessions et justement, on ne veut pas en faire des concessions. Donc la femme chef d'entreprise aujourd'hui, elle a décidé de ne pas choisir. Donc elle veut mener sa carrière et mener sa vie de famille comme elle l'entend. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Il y a encore du travail à faire. On l'a vu notamment avec la crise sanitaire, puisque ce sont les femmes chefs d'entreprise qui ont les premières payé très cher cette crise. Donc effectivement, nous, tout le but du réseau Mampreneur, c'est de venir soutenir ces femmes qui souhaitent développer leurs entreprises et leur dire qu'elles ne sont pas seules et que justement ce réseau est là pour s'entraider, apporter du conseil et développer les obstacles auxquels on est parfois confronté en tant que chef d'entreprise. Je le suis moi-même depuis une vingtaine d'années. J'ai une famille de 4 enfants, donc je sais très bien les enjeux que ça représente et qu'on a une casquette qui n'est plus double ou triple, mais quadruple quand il faut gérer tous ces univers-là. Donc c'est vrai que la femme aujourd'hui crée une entreprise techniquement sans aucun souci, mais il faut voir derrière tout ce que ça engendre et que le monde de demain et la jeunesse de demain a le droit d'avoir envie de mener de front les deux sans se poser de questions. Et il faut que hommes et femmes justement créent du lien et avancent sur ce sujet
pour favoriser l'égalité et que tout le monde s'épanouisse dans son rôle sans justement avoir à faire de concessions. Alors justement, peut-être la question aujourd'hui, on voit qu'on remet en question aussi les relations hétérosexuelles, les dynamiques qu'il peut y avoir au sein même du couple. Comment est-ce que vous abordez également ces questions ? Alors, c'est vrai que ça reste un sujet brûlant. Hein. Malheureusement, on a pensé très longtemps, dans les années 70-80, que le chemin était fait, mais non, en fait, il n'est pas fait. Et on constate même que des fois, ça recule. Donc, il faut que les femmes aussi trouvent le moyen de s'affirmer. Donc pour ça, il faut qu'elles prennent confiance en elles. Et c'est également un point sur lequel on peut travailler au sein du réseau Mompreneur. Et qu'elles arrivent à dialoguer et faire comprendre aux hommes que leur participation est indispensable pour la réussite de tout le monde. Ce n'est pas que la réussite des femmes, c'est la réussite de tout le monde qui réside dans cette entente et dans ce soutien mutuel pour mener à bien ces entreprises. Merci beaucoup. Et Hélène Le Thénault, on va rester aussi sur cette question de l'accompagnement, toujours, puisque après de multiples engagements, j'ai eu assez vraiment de mal à suivre toutes les choses que vous avez fait dans votre vie, tant c'est divers. Vous avez rejoint il y a quelques temps la Fondation Jean-Noël Torel qui favorise, je reprends les termes de la Fondation, le développement de projets sociaux permettant aux êtres démunis et ou dans la souffrance morale de trouver des moyens d'existence et de réalisation personnelle en adéquation avec leurs rêves de vie. Donc pour vous, comment est-ce que l'engagement aujourd'hui peut être un moyen d'avancer également dans la transition écologique ? Je pense que les deux sujets se répondent hein, et ça pose la question des systèmes de valeurs sous-jacents, c'est-à-dire les systèmes de valeurs de chacun en tant qu'individu et les valeurs collectives les plus partagées. On entend souvent des activistes écologistes qui, avec toute leur énergie et toute leur volonté, souhaiteraient faire bouger les uns ou les autres et les rallier à, par exemple, la question climat, la question biodiversité. On entend d'autres dire que la priorité, ça va être le social. Et on peine toujours à trouver l'intersection ou le terrain de discussion et de dialogue où on va trouver des solutions bonnes pour les uns, bonnes pour les autres et accessibles à tous. Et c'est un petit peu ce qui nous anime, nous, donc chez Jean-Noël Torel Foundation, c'est de dire que finalement, peut-être qu'il faut renverser complètement la question. Plutôt que d'essayer de mettre tout le monde dans un moule et dans une pensée conforme, nous, on pense que soutenir la possibilité pour chacun d'accomplir son rêve de vie à lui est essentiel. Alors ça pose évidemment la question de la liberté par rapport à la vie en société. Qui dit liberté ne veut pas forcément dire permissivité, c'est pas forcément la liberté de faire n'importe quoi. C'est la liberté d'être soi qui nous occupe. Pourquoi être soi par les temps qui courent ? Parce qu'on pense que la liberté justement d'affirmer ses opinions, ses convictions, d'agir, de s'exprimer et de faire est assez menacée, est assez mise à mal un peu partout, en France, ailleurs. Et que cette valeur de liberté, qui pourtant au fronton de la République, est peut-être un petit peu parfois mise de côté dans les débats. Et cette liberté d'être soi, c'est aussi un facteur de santé. Et c'est là que je veux faire le lien avec les enjeux de développement durable. Pour être en bonne santé mentale et physique, mieux vaut faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est à peu près démontré. C'est-à-dire que quand on est à angle droit avec son propre jeu de valeurs, on devient assez rapidement malheureux, voire éventuellement à la fin malade, déprimé, cancer ou autre. Ce que je souhaite à personne. Et donc, notre engagement à nous, c'est de dire que cette notion d'accomplissement individuel dans son rêve de vie, non pas en termes de performance ou pas nécessairement pour faire plus vite, plus haut, plus fort ou aller monter l'Everest, mais en termes d'alignement personnel, pour faire ce que chacun souhaite de faire de beau et de bon, nous paraît essentiel dans l'existence. Ça va pour moi avec la notion de faire évoluer les imaginaires collectifs aussi, puisque vous posiez la question de comment augmenter cette dynamique d'engagement autour de projets communs et de projets durables communs. Je pense que tant qu'on n'a pas explicité et laissé chacun exprimer son jeu de valeurs, justement, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre tout le monde dans un moule et finalement, personne ne veut y aller. Donc ce temps de partage en fait sur la nature profonde de l'humain et ce qui fait qu'on n'est pas des robots et ce qui fait que c'est pas en nous demandant d'appuyer sur une commande on va dire d'optimisation énergétique d'un bâtiment que tout le monde va le faire. On sait bien que les sociologues nous disent que c'est absolument pas ça qui se passe. Donc le temps d'écoute du facteur humain et le temps d'empathie est absolument essentiel pour toute forme de transition dans la société. Peut-être une autre question, comment est-ce qu'on passe de cette vision centrée sur l'individu à quelque chose qui pourrait être diffusé dans l'ensemble de la société ? C'est un petit peu ce que j'évoquais là, c'est-à-dire que pour renouveler les imaginaires, je pense qu'aujourd'hui ils sont mis à mal par tous les défis qui sont nouveaux, ou qui sont très aigus, donc c'est pas étonnant que ces récits collectifs soient en mauvaise santé et que ça devrait imposer justement du temps qui n'est pas seulement concentré sur les solutions techniques, qui sont certes nécessaires, mais du temps sur l'écoute et l'expression de chacun.
Moi, je suis plutôt préoccupée justement sur la faiblesse du débat chez les décideurs économiques, c'est-à-dire que l'entreprise a une tendance à gérer le temps court et à agir avant d'avoir réfléchi. En tout cas, la prospective, par exemple, est quelque chose qui est en pleine régression dans la plupart des grandes entreprises, et c'est pas une bonne nouvelle. Et dans le débat démocratique ou dans le débat au sein de la société aussi, de se donner des temps qualitatifs de rencontres ouverts d'esprit pour que chacun puisse exprimer son point de vue. Je pense qu'il y a vraiment besoin du temps du débat, et plus c'est urgent, plus il faut prendre le temps de s'écouter. Merci beaucoup. Alice Barbe, toujours sur cette question de créer une société basée sur la fraternité, sur le lien, donc un répertoire de valeurs qui n'est plus forcément le nôtre aujourd'hui. Comment est-ce qu'en tant que décideur politique ou même dans les sphères associatives, on peut arriver à vraiment transformer l'essai ? Peut-être est-ce que ça passe par le service civique qui serait obligatoire pour tout le monde ? Quelles sont les solutions hyper concrètes qu'on pourrait demander aujourd'hui à nos décideurs ? Je pense qu'il y a quand même cet enjeu de est-ce que, vous avez dit, les politiques et les responsables associatifs, on ne parle pas forcément des mêmes terrains, mais il y a quand même un point de jonction qui peut se mettre en place. Je vais prendre mon exemple. Moi, je fais partie des gens qui s'engagent tout le temps, quoi, activistes, entrepreneurs sociaux, militants, guidés par l'engagement, sauf que on m'a jamais expliqué comment faire, parce qu'il n'y a pas de formation pour ceux qui aspirent à un monde meilleur. Alors on apprend étape par étape et on rencontre des gens, on s'en inspire. Effectivement, moi ça fait 10 ans que j'ai monté des mouvements comme Singa ou Stop Harcèlement de rue ou des mouvements sur le climat. J'ai eu la chance de passer un an avec le président Barack Obama et sa fondation aux États-Unis. Mais je sais ce que je dois à celles et ceux qui m'ont montré le chemin. Et en premier lieu déjà les personnes réfugiées, parce que quand je rencontre des personnes qui se sont battues pour leur liberté, la liberté de leurs enfants au péril de leur vie, qui ont fait de la prison, qui ont été torturées pour ça, oui, ça m'impressionne parce que moi, je ne sais pas si je serais capable d'autant de sacrifices pour ce en quoi je crois. Et ça a été un énorme apprentissage de rencontrer des gens qui se battent, quoi qu'il en coûte, pour ce en quoi ils croient. Et il y a autour de moi des centaines de personnes engagées, autour de vous, partout dans cette société, des citoyens qui, à leur échelle, déplacent des montagnes, font changer les lois, les institutions, se font entendre à coups de pétition, de mobilisation, et on se rencontre en battant le pavé, on crée des mouvements et parfois on se constitue effectivement en association. Moi, ce qui m'interroge, c'est que nous, toutes ces personnes qui montent des mouvements sur les femmes, sur le climat, sur la démocratie, la participation citoyenne, le lien social, refusent systématiquement d'entrer en politique. Et ça fait quelques années quand même. Et mon interprétation, c'est aussi que les partis et le monde politique, non seulement, ce sont des univers qui déçoivent, et du coup, on se mobilise pour des causes sociales, environnementales, culturelles, et ce pouvoir citoyen prend de plus en plus d'ampleur. Et les décisionnaires politiques ignorent aussi. Ils comprennent pas, ils ne nous attirent pas, ils ne nous parlent pas. On a l'impression de crier dans le vide que la planète est en feu, que les femmes sont victimes de violences systémiques, que l'injustice sociale persiste, que la méritocratie ne marche pas, qu'il n'y a pas de les transfuges de classe, c'est quand même assez rare. On est dans une reproduction des élites. On laisse de côté l'augmentation des inégalités et donc ça crée de la colère. Et cette colère, il y en a qui la connaissent très bien et qui l'utilisent. Et je pense que s'il fallait trouver une solution miracle, ce serait pas un service civique obligatoire, mais ce serait créer les conditions pour que tous ceux qui sont déjà engagés puissent trouver un sens politique à leur action, recréer du lien démocratique tout simplement, mais à condition que ce soit éthique. Parce que le camp d'en face dont je parlais, qui utilise la colère, la haine et la peur pour diviser, lui, il n'est pas du tout éthique. Il y a un camp progressiste, il y a des gens progressistes qui se battent pour des causes, et mettre l'engagement au service du bien commun, de la démocratie, pour moi, c'est ça la grande réforme politique qu'il faudrait mettre en œuvre. Merci beaucoup. Pour rester sur cette question de changement dans nos systèmes politiques et de permettre à de nouvelles personnes de s'engager, je vais me tourner vers vous, Thibaut Hattier, en tant que délégué français au Y20. Comment est-ce que vous avez perçu votre expérience ? Est-ce que pour vous, c'est l'une des solutions aux problèmes qui viennent d'être évoqués ? C'est peut-être une des solutions. Il y a quelque chose qui a été dit qui est intéressant, c'est les politiques
ne prennent pas la dimension de ce qu'on leur dit, ne prennent pas la dimension, enfin, n'agissent pas en réaction au message d'alerte qu'on leur envoie. Et ça va me donner l'occasion de faire un petit palmarès 3 des réactions qu'on a eues dans tout ce processus. Il y a eu des très bonnes réactions, hein, mais ici, comme on parlait des choses à améliorer, je vais parler de ça. La première réaction, peut-être que dans l'ordre chronologique, ça a été je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, on pose une question et la personne en position de pouvoir, en position de responsabilité, peut-être que c'est la différence générationnelle, peut-être que c'est autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, et c'est très souvent, on pose une question, on soulève un problème, et ce problème-là va être simplifié, découpé en morceaux, et la personne va répondre à un des morceaux, quand elle n'invente pas carrément un morceau, mais en tout cas un morceau qui n'était pas du tout au cœur de la question initiale. Donc le premier problème, c'est peut-être que quand on soulève les problèmes, ils ne sont pas compris, ils sont lus avec une grille de lecture qui est la leur, et ils répondent selon leur propre grille de lecture, ce qui fait que finalement, toute l'innovation a disparu, puisque de toute façon, l'innovation n'a pas été comprise, intégrée. Ça, c'est la première réaction qu'on voit. La deuxième réaction qu'on va voir, c'est... c'est donc... De toute façon, ce n'est pas les politiques qui ont le pouvoir. C'est les politiques qui sont élus par la majorité, et c'est le politique qui, en gros, évoque les idées les plus populaires, qui va être élu, et donc qui va mettre en œuvre ces idées-là. Et donc, une des réponses qui a souvent été faite par les personnes en position de pouvoir, c'était écoutez, c'est à vous. C'est à vous de le faire, c'est à vous de soulever ces sujets-là, puisqu'une fois que les électeurs seront sensibilisés, ils voteront pour des gens qui parlent de ça. Et ok, pourquoi pas, c'est une bonne réponse, mais c'est un peu frustrant, parce qu'on se dit, c'est peut-être le rôle du politique. Aujourd'hui, on est dans un système politique où finalement, les politiques nous disent non, mais nous, on suit la vague. On suit la vague, c'est à vous, les électeurs, de vous débrouiller, et voilà, nous, de toute façon, on est élus par vous. Et peut-être que c'est pas ça qu'on attend d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est d'être capable justement de lancer des tendances, de lancer des mouvements. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est frustrant dans ces réponses-là. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on nous répond, nous, on suit la vague. Pas tous, hein, mais c'est ce qu'on entend des fois. Et la troisième réponse, on en parle aussi un petit peu plus tôt, c'est oui, mais moi, c'est pas mes sujets, ça, je comprends pas. C'est trop technique. Et oui, mais bon. Et oui, mais bon, voilà. Donc. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire, à part que peut-être il faut plus de représentativité vis-à-vis des backgrounds professionnels, pas seulement dans les grandes écoles qui mènent à l'administration, comme Sciences Po, puis plus tard l'ENA, ou ce genre de choses. Pas seulement des profils trop sciences sociales, trop littéraires, mais on est dans un monde qui dépend énormément des technologies, et dans une crise technologique, il faut réserver de la place à des gens qui viennent de profils plus techniques. Et une fois de plus, pas 100%, sinon ça serait sûrement un désastre, mais il faut arriver à trouver un équilibre entre profil technique et profil sciences humaines. C'est la première chose. Ensuite, intégrer des gens de différents backgrounds, c'est pour réagir au premier point que j'évoquais. C'est que si on n'a que des gens qui se ressemblent, qui pensent dans le même moule, qui ont eu la même formation, quand on amène une idée nouvelle, ils vont la lire avec leur grille de lecture et ils vont exclure tout ce qui aurait pu être innovant ou novateur dans l'idée, et ils vont répondre selon le même schéma. Et donc c'est pour ça qu'aussi il faut une plus de diversité peut-être générationnelle, mais aussi géographique, culturelle. On parlait d'égalité des sexes aussi, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais... Non, c'est parfait, ouais. C'est parfait, merci beaucoup. On a parlé beaucoup d'énergie de l'homme, de la femme. Le sujet, c'est aussi la question de la transition énergétique qu'on évoque de plus en plus. Ça a été au cœur de la Convention citoyenne pour le climat, au cœur du projet de loi climat. C'est maintenant que je vais m'adresser à vous, Antoine Sénard. C'est un sujet que vous maîtrisez. Selon vous, comment est-ce qu'on peut concilier cette transition énergétique avec la justice sociale ? Une transition énergétique juste, c'est garantir à tous un accès à des services énergétiques qui soient durables, bas carbone, à bas prix et fiables. Or, les foyers les plus modestes n'ont pas accès au levier de la transition énergétique. Pour autant, les foyers les plus modestes, ce ne sont pas les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En revanche, ce sont ceux qui ont la consommation énergétique la plus élevée rapportée à leurs revenus. Ce qu'on appelle le taux d'effort énergétique et qui aboutit au calcul de l'indice de précarité énergétique. C'est un indice qui est en hausse en France ces dernières années et qui risque d'exploser en raison notamment de l'augmentation historique des prix de l'électricité et du gaz naturel qui ont été dopés par l'augmentation des prix des quotas carbone. Peut-être une autre question, on évoque toujours ces questions de transition, on va effectuer des changements dans notre société. Mais on parle finalement très rarement d'une réduction des inégalités, donc toujours liée à la justice sociale et
et à une répartition des efforts aussi, parce qu'on a l'impression que c'est tout le monde qui doit changer en même temps avec exactement le même niveau d'effort. Donc comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces deux facteurs? Alors ne pas prendre en compte la question de la justice sociale, ce serait une erreur évidemment. On l'a vu avec les gilets jaunes, une taxe seule ça ne suffit pas, il faut vraiment qu'il y ait une répartition de la richesse vers les foyers les plus modestes pour financer leur transition énergétique évidemment, mais aussi pour financer des infrastructures qui proposeront des alternatives aux énergies fossiles. Mais finalement, taxer les foyers les plus riches pour financer la transition des foyers les plus modestes, ce ne sera pas suffisant. Et ça ne doit pas on ne doit pas se limiter à ce sujet-là. Il faut que les institutions monétaires participent massivement à au financement de cette transition énergétique juste, comme on l'a fait avec la dette Covid, par exemple. Alors peut-être pour clore sur cette question de transition, aujourd'hui sur quels acteurs est-ce qu'on devrait compter? J'ai entendu l'État, est-ce que les entreprises ont aussi un rôle à jouer? Alors évidemment, les entreprises elles jouent un rôle en créant de l'emploi et en innovant. Mais il y a l'Europe, évidemment, qui souhaite y participer d'ailleurs avec son fonds social pour le climat. L'État, vous en parlez, qui met en place des mécanismes. Malheureusement, je pense que ces mécanismes sont insuffisants, comme le montre d'ailleurs l'augmentation de l'indice de précarité énergétique dont je parlais précédemment. Et j'aimerais finir, donc le thème c'est mixer nos énergies. Finalement, tous ces mécanismes dont on parle et dont on va parler aujourd'hui, ils n'ont d'intérêt que si le mix énergétique, et plus particulièrement le mix électrique, qui est appelé à prendre de l'importance en raison de l'électrification des usages, garantit un kilowattheure bas carbone et bas prix. Merci beaucoup. On commence à évoquer les questions de changement de système. C'est le sujet central de cette dernière partie. Alice Barbe, on le voit à l'approche des élections présidentielles, les questions d'immigration, les questions de justice sociale sont utilisées par beaucoup de candidats et de candidates. Pas toujours à bon escient, puisqu'on voit qu'il y a quand même une concentration vers des sujets basés sur le rejet de l'autre, sur des extrêmes. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces sujets ne soient plus utilisés à des fins électorales, ou en tout cas à des fins qui sont un petit peu de récupération des sujets mobilisés par les extrêmes aujourd'hui? En premier lieu, je pense qu'on doit sacrément manquer d'éthique et d'intégrité quand on considère que le plus gros problème, c'est d'accueillir des personnes qui sont en fuite et qui ont finalement assez peu de revenus, mais vont pas avoir un impact monumental. Enfin, surtout à l'ère des Pandora Papers, je trouve ça assez scandaleux qu'il y ait tout ce focus. J'ai l'impression qu'il y a des pyromanes de l'actualité je pense à certains qui laissent planer le suspense quant à leur candidature présidentielle. Je pense à ceux qui montent des écoles politiques à vocation identitaire. On voit l'extrême droite aussi gagner beaucoup de terrain et la tentation du discours d'extrême droite gagner beaucoup de terrain. Et j'ai l'impression que personne ne veut réellement l'affronter. Il y a une aura de cynisme et de division qui continue à s'étendre et je suis pas vraiment d'accord sur le fait d'accepter de rentrer dans ce type de débat autour de l'immigration. Ceci dit, je sais que l'enjeu de l'immigration, l'enjeu de l'autre, de l'identité de l'autre, c'est ça qui fait du clic. C'est ça qui hystérise les conversations au maximum. On voit que les sujets, par exemple, liés à la migration, sont ceux qui font 9 fois plus de clics que les sujets liés à la cohésion sociale, par exemple, quand il s'agit de regarder les réseaux sociaux ou Twitter. Et moi, je l'ai particulièrement vu à travers mes engagements, parce que je suis très régulièrement la cible de vagues de cyberharcèlement très 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 violents de la part des communautés d'extrême droite, du média F de souche, et de frontpopulaire.fr, tout ce joli monde qui prend des contenus, qui prend des discours que je peux avoir et les balance en pâture à leur communauté qui est constituée de gens qui ont peur en fait et qui ont finalement assez peu de contact aussi avec des personnes migrantes et réfugiées et du coup ça crée de la haine, ça crée de la colère. Et ceux que l'on nomme pourtant issus de la société civile, des territoires, de la ruralité, de la diversité, je crois que tous on refuse cette instrumentalisation de la haine et de la colère. Et à mon avis, pour ces élections qui approchent, mais aussi surtout pour celle de 2027,
il va falloir montrer de quoi nous sommes capables. Si on n'arrive plus à croire en une incarnation politique, si on se laisse tenter par la peur et la colère, je pense qu'il est temps aussi de créer cette masse d'engagement dont je parlais tout à l'heure, de devenir cette incarnation. Si on est déçu et méfiant envers nos institutions, changeons-les. On a besoin de mobilisation citoyenne pour raconter une nouvelle histoire de l'engagement politique, mais on a aussi besoin de se sentir réellement représenté en entrant au Parlement, au gouvernement, à l'Élysée. Et il y a tout un tas de choses derrière qu'il va falloir réformer. Ce qui constituait la démocratie hier ne fonctionnera plus demain. J'entends beaucoup aussi dans les pyromènes de l'actualité ceux qui regrettent, pour qui tout était mieux avant, qui veulent le grand retour de la France, mais de quelle France parle-t-on ? Et je crois qu'in fine, il va falloir faire émerger et accompagner l'émergence de leaders politiques que nous méritons, faire du neuf sans rappeler le vieux, mettre les enjeux climat, renouveau, égalité au cœur des débats, sans faux semblants, arrêter d'être obsédés par les élections présidentielles, penser aussi le temps long, la transformation profonde de notre pays, de l'Europe, face aux grands défis, vraiment la crise climatique et l'augmentation des inégalités. Et finalement, avec la défiance politique qui fait qu'il y a une ruée un peu vers les sujets polarisants, crispants, de peur, si on ne croit plus en ça, en la politique, changeons-la pour éviter ça. Un renouveau démocratique. Donc le renouveau doit aussi s'effectuer dans les entreprises, et ça tombe bien puisque Hélène Le Thénault, vous avez coécrit l'ouvrage « Choisir son monde, agir au quotidien avec les entreprises sociales écologiques ». Après avoir parlé donc de ce changement politique, je souhaiterais parler du rôle des entreprises dans la transition écologique. Pour vous, quel est-il et comment est-ce qu'on arrive à travailler avec eux ? Alors, en fait, je voudrais commencer en disant qu'il y a plusieurs types d'entreprises, bien heureusement. Alors, et les courants chez les militants, et ça se comprend bien de dire l'économie, en gros, c'est le mal. En gros, si tout va mal, c'est parce que les entreprises sont dirigées par des affreux, font des mauvais choix, mettent des mauvais produits sur le marché, et que toutes les entreprises sont toutes horribles. Alors ça, on l'entend assez souvent. Et je voudrais dire que, fort heureusement, il existe des entreprises, en France et ailleurs, qui mettent l'impact social et environnemental au premier rang de leur projet et pour qui la rentabilité et le profit est un moyen de l'atteindre. C'est ce qu'on appelle assez communément l'économie sociale ou l'économie à impact positif. Ça se traduit par des formes juridiques d'entreprise qui peuvent être différentes. Alors certains connaissent très certainement les coopératives. En général, on connaît moins les SIC, les sociétés d'intérêt collectif. On connaît encore moins les entreprises qui sont en fondation actionnaire, où il n'y a plus d'actionnaires personnes physiques, mais l'entreprise est détenue par une fondation, ce qui est très peu courant en France, très courant en Allemagne, au Danemark ou en Suisse, par exemple. Qui sait aujourd'hui que l'entreprise Velux, qui fait des Velux issus de forêts durablement gérées, est détenue par une fondation ? Personne. Et que donc, quand on achète un Velux, on n'enrichit pas un actionnaire, mais on participe à un certain nombre d'œuvres intéressantes portées par les fondations. Donc il y a plein de modèles d'entreprise, ça c'est ma première réponse. Il y a plusieurs types de structures entrepreneuriales qui ont des avantages et des inconvénients, et que donc, dans la question sur laquelle on réfléchissait en amont, c'était du coup, faut-il brider les entreprises ? Faut-il interdire certains types d'entreprises ou interdire certaines pratiques ? On pourrait vouloir faire ça. Ça prend un temps législatif affreux. On se heurte à la complexité de l'imbrication du droit français et du droit européen. Donc encore faudrait-il que les directives européennes aillent dans un certain sens, et elles sont quand même encore beaucoup trop timides sur les questions de transition écologique. Et en plus, Donella Meadows, qui est une spécialiste des systèmes complexes, nous dit que mettre des contraintes, des verrous, des autorisations ou des interdictions est le levier le moins efficace pour faire évoluer un système. Alors c'est un peu désolant quand on entend ça, on se dit, alors si contraindre la liberté d'entreprendre ou mettre des verrous écologiques à l'activité des entreprises ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait donc faire à la place ? C'est la question que ça pourrait soulever. Alors Donella Meadows, toujours pour les passionnés de système, nous dit que ce qui compte finalement, c'est l'intention et la mission du système. Donc ça va m'amener à parler du lien entre les structures et les personnes qui créent ou dirigent ces structures et du rôle des leaders économiques. Moi, je suis convaincue que ça ne sert à rien de tirer sur le corbillard, si je le dis de manière plus polie. Il y a un historien célèbre qui s'appelle Toynbee qui a dit « Les sociétés meurent par suicide et non par assassinat ».
Donc je pense qu'une bonne partie de notre économie contemporaine est effectivement en train de faire un suicide collectif géant qu'on observe, auquel parfois on participe directement ou indirectement, et que néanmoins on peut tous, en entreprise en tout cas, voter avec ses pieds et essayer d'aller travailler dans des entreprises à impact positif qui heureusement existent, même si elles sont très 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 discrètes dans les médias. Elles sont complètement sous le radar. On a passé effectivement pour ce livre 2 ans à chercher 60 entreprises sociales et écologiques en France sur lesquelles on avait un récit qui tient debout, c'est-à-dire une gouvernance saine, des impacts sociaux et écologiques suffisamment positifs pour que ça mérite d'être rencontré. Bien sûr, il y en a, mais c'est un peu la chasse à l'aiguille dans la botte de foin. Donc moi, j'encourage les jeunes qui cherchent à aller travailler dans le monde de l'entreprise à aller chercher ces entreprises, à aller les rencontrer et à faire ce choix, parce qu'ils auront une carrière beaucoup plus sympa. Par ailleurs, pour les leaders d'entreprises qui sont en place aujourd'hui, ce que je pense, c'est que la transformation de l'entreprise se fera parce que Guillaume Desnaux, qui est un dirigeant d'entreprise sociale, appelle la révolution des cœurs. Alors, ça fait un petit peu, c'est une expression assez curieuse et puis assez décalée dans les discussions économiques en général, c'est de dire, remettons l'intelligence du cœur au cœur du leadership. C'est-à-dire que le leader de demain, c'est un leader animé par l'intelligence du cœur. Alors là, quand on dit ça en général dans des grandes entreprises, a fortiori des entreprises cotées, on nous dit « mais vous êtes complètement bisounours, nous on a le tableau de chiffres, le résultat trimestriel ». Certes. Bon, il est déjà prouvé que l'empathie, par exemple, est un facteur de performance dans l'entreprise et qu'il ne devrait même pas être mis en question qu'avoir un comportement empathique est bon pour l'économie. Mais si on va un cran plus loin, ça pose la question du cercle d'empathie. Est-ce qu'on a de l'empathie pour son équipe directe, de l'empathie pour ses clients qu'on n'a pas envie d'empoisonner, de l'empathie pour des personnes qui vivent à l'autre bout de la Terre. Donc c'est ce que l'anglais Roman Snarik, dans son ouvrage excellent d'ailleurs sur l'empathie, appelle le cercle d'empathie. Aujourd'hui, nos dirigeants économiques ont un cercle d'empathie, quand ils l'ont, très limité. Et par ailleurs, présentent un déficit d'empathie. Et puis si on élargit l'intelligence du cœur à autre chose, c'est aussi l'intuition, la capacité à être un être sensible, et là encore pas un robot, à envisager, à ressentir ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, en prendre la pleine mesure et du coup la pleine responsabilité en tant que dirigeant. Et qui dit un dirigeant responsable, dit un dirigeant courageux. J'entendais tout à l'heure le courage ou parfois la difficulté du politique à agir. Pour un dirigeant d'entreprise, c'est pareil. Il a ses actionnaires au-dessus, ses collaborateurs en dessous, ses clients. Le courage d'agir, c'est pas facile. Alors donc, par rapport à toutes ces questions, on a monté une association d'éducation d'intérêt général qui s'appelle Heart Leadership University pour proposer des parcours innovants de transformation pour dirigeants. Donc, ces parcours qui s'appellent du cœur aux actes, pour muscler ce petit muscle d'intelligence du cœur dans la vie pratique du dirigeant, c'est-à-dire comment décider, innover avec le cœur pour de vrai. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais livrer en conclusion, c'est que je pense qu'on ne fait pas une transition avec les vieux pots et les vieilles recettes, et que, y compris dans la formation initiale et la formation exécutive des dirigeants, il y a besoin d'une révolution des cœurs. Pour se convaincre que c'est possible, vous pouvez lire l'excellent bouquin de Guillaume Desnaux, La société du lien, la révolution du comment. Pour moi, c'est un des ouvrages récents les plus significatifs en tant que témoignage par la pratique de cette révolution. Elle est déjà entamée. C'est une bonne nouvelle, alors on reste dans l'optimisme toujours. On a reçu quelques questions de la part des personnes qui nous regardent actuellement. Une question sur la jeunesse. Alors, comment peut-elle devenir un vrai catalyseur de changement et comment peut-elle promouvoir une transition énergétique? Je vais me tourner peut-être vers vous, Thibaut Attier ou Antoine Sénart. L'un des deux veut y répondre. Je vais commencer, peut-être que tu pourras compléter. C'est une bonne question, et c'est la question qu'on a posée systématiquement aux Y20, aux responsables d'agences de l'ONU ou aux femmes politiques qu'on a eu l'occasion de rencontrer. C'est qu'est-ce que la jeunesse peut faire? Et la réponse, elle est facile, elle est évidente, elle est un peu décevante. En tout cas, celle qu'on a reçue, c'est faites-vous élire ou engagez-vous. Merci. Comment avoir du pouvoir? Prenez le pouvoir, pourquoi pas. Donc peut-être la première chose à faire, c'est s'engager dans des associations locales, nationales, internationales, peu importe. C'est aussi de s'engager peut-être en politique. On le disait un peu plus tôt, c'est que aujourd'hui, les gens qui participent dans les associations, qui s'investissent, n'ont pas forcément envie d'aller en politique parce que le monde politique donne pas du tout envie. Ouais, mais il continuera de pas donner envie tant on n'ira pas, quoi. Donc, si vous voulez vraiment faire changer les choses, peut-être qu'il faut aller se faire une place et pas laisser la place à ceux qui veulent bien la prendre pour faire ce qu'ils veulent faire avec. Donc voilà, c'est à nous d'aller sur le terrain et moi je pense que c'est aussi très important d'avoir quelque chose en tête quand on décide de prendre des responsabilités ou de se battre pour ses idées. C'est comment on a eu ces idées-là.
Tous les gens qui se battent pour leurs idées, même ceux qu'on trouve les plus nauséabonds, ils pensent avoir raison. Et en fait, qu'est-ce qui fait que mes idées à moi soient meilleures que les idées de quelqu'un d'autre? Comment être sûr que moi, je ne me trompe pas? Comment être sûr que mes idées ne sont pas finalement aussi mauvaises que la personne que je déteste? Et là, c'est vraiment important d'avoir vraiment un travail, on va dire, méthodique sur soi-même, essayer de comprendre d'où viennent mes idées, à quel point elles sont héritées de mon cercle social, à quel point elles sont héritées de mon éducation, quels sont les vrais problèmes que je veux traiter, quelles sont du coup les solutions proposées pour ces problèmes-là, et vraiment essayer de se poser la question, voilà, est-ce que mes idées sont vraiment les bonnes, et essayer vraiment de déconstruire vos idées, détruisez-les, une fois que vous les avez détruites, reconstruisez-les, et ensuite allez vous battre pour les responsabilités, que ce soit à travers des associations, que ce soit au travers des mandats électifs, voilà. Je suis complètement d'accord et je pense qu'en fait, je dirais même que les associations, c'est le meilleur vecteur pour les jeunes aujourd'hui pour s'engager. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Il y a un nombre assez incalculable d'associations qui ont porté des amendements devant l'Assemblée et qui ont fédéré des étudiants qui venaient effectivement de Sciences Po, de Centrale Supélec, d'autres écoles et universités un peu partout en France. Et cette émulation, elle a permis de réunir à la fois le savoir des scientifiques, de ceux qui étaient plus habiles en politique ou ceux qui étaient plus habiles sur les questions de droit. Et donc, effectivement, je pense que les associations sont le meilleur vecteur pour les jeunes pour s'engager aujourd'hui. Aurélie Pangio, peut-être sur la place des femmes également, qu'on a tendance à laisser un peu de côté. La place des femmes, bien sûr, puisque nous, notre association, on est mamans et chefs d'entreprise. Donc les mamans ont un rôle énorme puisqu'elles élèvent les enfants qui feront la société de demain. Et on se rend compte, quand on va dans les établissements scolaires pour parler entrepreneuriat, eh bien que déjà, petits, les clichés sont déjà bien installés. Donc oui, effectivement, dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser les enfants, et notamment à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des femmes, et dire que c'est possible. Et effectivement, notre travail de maman chef d'entreprise, c'est auprès des jeunes qu'on le fait d'abord, parce que nous, ça y est, c'est lancé, mais l'espoir doit être mis dans les générations à venir, évidemment. Accompagner le changement, donc. On a également une question de Valentine qui nous demande, en tenant compte des institutions politiques et économiques existantes, une réponse intergénérationnelle pourrait-elle être la clé pour bien mener une transition énergétique juste? Est-ce que Alice ou même Hélène, vous auriez des éléments de réponse? Je veux bien tenter un morceau de réponse. Je pense que les humains peuvent exprimer leur bon côté parfois, même si on voit un certain nombre d'horreurs au quotidien, un peu partout, et que ça suppose que la discussion, du coup, elle ne soit pas sur le partage d'un gâteau qui devient de plus en plus petit, et c'est un fait avec la raréfaction des ressources, et donc tout le monde va se battre pour la part du gâteau, mais sur ce qui fait de nous des humains, et notamment le fait de prendre soin. Prendre soin de l'autre et prendre soin de la maison commune, c'est une notion qui n'est pas à la mode du tout. Et pourtant, quand on discute, ne serait-ce qu'au sein d'une famille, l'idée de prendre soin de ses proches, en général, peut faire sens. Et dans l'entreprise, c'est une contre-valeur même de prendre soin, en général. Il faut aller vite et mal, en général. Or, je pense que, justement, ce qui peut créer du lien entre les personnes, c'est le fait qu'on est beaucoup plus heureux quand on prend soin. C'est-à-dire qu'on voit s'épanouir les autres autour de soi, on voit son environnement en bon état, et à la fin de la journée, à la fin de l'année, on est beaucoup plus content. Donc moi, voilà, ma recommandation, ça serait de construire un travail entre les générations sur comment on prend soin de l'autre et comment on prend soin de notre maison. Et en fait, c'est le sens de départ du mot économie, oikos nomos, c'est la bonne gestion de la maison commune. Et écologie, c'est la science des conditions d'existence, et si on ne fait pas tout ça, on casse nos conditions d'existence, c'est bien dommage. Alice Parve, également quelques éléments de réponse sur le rôle des générations, le côté intergénérationnel de notre solution. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on ait parlé d'ESS et d'entreprise sociale et solidaire. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on vive dans un monde où ceux qui saccagent la planète gagnent des millions ou des milliards, et ceux qui font quelque chose pour la réparer soient mis de côté, précarisés. Je pense notamment aux acteurs du soin, les aides-soignantes, les sages-femmes, mais aussi tout le monde associatif. Et je crois beaucoup en la force de l'économie sociale et solidaire, et je trouve la France très très pionnière là-dessus, et il faut le dire.
sur le fait qu'on ait près de 15% de l'économie de notre pays qui tourne autour de coopératives, d'associations qui ont un modèle économique, de structures qui mettent l'impact social et environnemental au cœur de leurs valeurs et de leur système. Donc j'ai envie de croire en ça, j'ai envie de développer ça, et s'il fallait être très très concret, il y a tout un tas de propositions, et je pense notamment aux propositions portées par le mouvement Impact France. Donc c'est pas moi qui suis leur, enfin je suis plus dans leur conseil d'administration, donc je peux pas parler en leur nom, mais aller voir tout ce que eux concrètement proposent dans le cadre du plan de relance, par exemple. Si on peut parler de bonnes pratiques, créer un éco-conditionnement de l'investissement dans le cadre de plans de relance ou de plans de sauvetage, mettre en place des grilles d'indicateurs de parité, non pas seulement de la parité dans l'entreprise, mais aussi au niveau des conseils d'administration, avoir des mesures coercitives sur les écarts de salaire entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Et ce serait ça ma recommandation extrêmement concrète, si on doit parler d'engagement aujourd'hui, quand on lance une entreprise, quand on lance un projet, s'inscrire dans cette dynamique sociale et environnementale. C'est pas juste très carré du monde militant, associatif. Enfin, je suis souvent un peu choquée aussi de l'image y avoir à l'entre de ce qu'on appelle les activistes, etc., gilets jaunes. Non, en fait, on est énormément de personnes, sans être radicales, souhaitons aspirer à un monde meilleur, et les outils existent. Et maintenant, comment on les fait, et on les fait nôtres. Sur ces bonnes paroles, ça va marquer la fin de notre masterclass pour les générations futures. Je pense qu'on peut remercier nos 5 intervenants et intervenantes. Merci également à vous qui nous avez suivis. On vous donne rendez-vous à nouveau jeudi pour la dernière masterclass pour les générations futures. Merci beaucoup, c'est tout pour nous.